Skate. 4. Skate. 4. Cette question me trouble toujours beaucoup parce qu'avec les gens que je connais pas bien, j'aurais plutôt tendance à répondre un ça va expéditif du type est-ce que tu as envie d'entendre comment je vais vraiment ou est-ce que même moi j'ai envie de te le dire parce que ça quand même ça demande de l'énergie aussi bien pour la personne qui entend que pour la personne qui dit. Je dirais que en ce moment ça va moyen. En fait, je souffre cycliquement d'une phobie qui s'appelle la phobie d'impulsion. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. La phobie d'impulsion, en gros, c'est une peur de faire tout ce qui est répréhensible. C'est-à-dire peur de faire tout ce qui est potentiellement considéré comme immoral, pas bon par exemple. Je sens que je peux t'en parler parce que je pense que comme tu m'as dit que tu avais été auxiliaire de vie et tout, je pense que tu en as entendu des choses sur les maladies mentales, etc. Donc je pense que je suis pas ta première. Et j'aurais peut-être pas dit ça dans n'importe quel podcast parce que c'est quand même encore très tabou. Parce que c'est pas une phobie des araignées ou une phobie des serpents, quoi. C'est vraiment une phobie de la peur d'être une sorte de sociopathe, tu vois. C'est la peur de faire quelque chose. Mais du coup, c'est socialement. C'est la peur d'être réprimandé socialement. La peur d'être... Alors, en fait, c'est pas la peur de la punition, c'est la peur de faire la chose qui punit. C'est-à-dire, en fait, je me suis renseignée sur le sujet, vu que ça fait, je pense, 4 ou 5 ans que je souffre de cette phobie. En fait, c'est issu d'une névrose, comme toute bonne phobie, c'est-à-dire qu'il y a un trauma de base dont on ne connaît pas forcément les racines, qui serait tellement violent à confronter en face, qui se transforme en phobie, qui, malgré le fait que ce soit excessivement difficile à vivre, reste plus supportable que le trauma frontal, quoi. Enfin, la phobie d'impulsion, ça part d'un moment où on a ne serait-ce que conceptualisé le fait de faire le mal. On a trouvé ça tellement violent, tellement affreux, ne serait-ce que de le penser, que ça s'est cristallisé et que ça devient une pensée hyper récurrente parce qu'on n'a pas supporté le fait, ne serait-ce que d'avoir pensé à ça. On s'est dit l'espace d'un instant, attends, est-ce que je suis une mauvaise personne ? Est-ce que cette pensée me définit ? Ou est-ce que c'est juste un truc passager ? Et en fait, il s'avère que 95% des gens ont des fois des pensées du genre je suis au bord de ce pont et si je me jetais, je suis en train de conduire et si j'écrasais quelqu'un, tout ce genre de trucs qu'on s'interdit de faire pour de très bonnes raisons à mon avis, mais qu'on s'interdit et qui sont réprimandés par la loi, tu vois. Et moi, ne serait-ce que d'avoir imaginé faire le mal, je l'ai tellement pas supporté sur le moment que c'est devenu un truc récurrent qui revient cycliquement, c'est-à-dire que j'ai des périodes où j'y pense pas, des périodes où je vais bien, où la phobie est pas du tout présente, ou alors vraiment en toile de fond mais très supportable. Et à l'inverse, j'ai d'autres moments où elle est hyper présente et où ça devient juste une sorte de torture continue parce que t'es toujours en train de mentaliser le truc, t'as toujours l'impression que t'es dans un phénomène de répression alors qu'en fait c'est littéralement tu n'as pas envie de tuer quelqu'un, tu n'as pas envie de blesser quelqu'un, c'est très mental en fait. Est-ce que c'est l'idée ou c'est le fait d'avoir un libre arbitre qui fait que possiblement tu as l'opportunité de faire ce genre d'action ? C'est super intéressant ta question parce que effectivement l'idée de se dire qu'on pourrait vraiment le faire, c'est terrible pour quelqu'un qui a une phobie d'impulsion parce que ça sous-entend vraiment le fait qu'à tout instant tu pourrais vraiment faire ça. Et qu'est-ce qui t'en empêche en fin de compte ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Exactement, ce libre arbitre, cette question de est-ce que je suis une bonne personne ou au contraire, est-ce que je suis une mauvaise personne ? Pourquoi tout le monde a l'air de trouver ça normal qu'on vive en société alors qu'on pourrait à tout instant se faire du mal, tu vois ? C'est vraiment une question très existentielle de peur de la vie et de la mort, c'est hyper tendu. et c'est vraiment une souffrance perpétuelle parce que tu remets en question la base même de tes valeurs et ce qui fait de toi une personne que tout le monde considère comme étant... Qui plus est, moi je suis considérée par la majorité des gens comme étant sensible, aimante, compassionnelle, etc. C'est d'autant plus difficile parce qu'on a l'impression que la personne qu'on est pour les autres est super différente de la personne ressentie à l'intérieur. Et du coup, je crois qu'en fait, ce qui est le plus fatigant, c'est ce phénomène de lutte constante entre ce que tu pensais être, ce que ça remet en question toutes les bases même de qui tu es, quoi. Les premières pensées un peu de l'ordre de la phobie d'impulsion, je les ai eues quand j'avais, je crois, 12 ans. Et à une époque, moi, j'avais très très peur
du viol. J'ai pas de vécu là-dessus, enfin, sincèrement, ou alors je m'en souviens vraiment pas, tu vois. Mais j'avais une peur vraiment immense de me faire violer par quelqu'un, quoi. C'était hyper présent. Et ça fait partie totalement de la phobie d'impulsion, qui n'est pas que la peur de commettre, mais la peur aussi d'être victime. Bah oui, du coup, ça va dans les deux sens. Ça va vraiment dans les deux sens. La peur du coup d'être victime et la peur d'être aussi actrice de ces actes-là. Et j'ai commencé à me dire, et si c'est moi à l'inverse qui faisais ça, tu vois. Et ça s'est déclenché comme ça, je sais pas, en fait, j'imagine, enfin d'après les stats en tout cas, je ne sais plus quelle étude, tous les êtres humains à un moment donné se posent un peu la question de savoir, et si je faisais ça, tu vois. Et si je le faisais, et donc moi ça s'est déclenché comme ça, c'est juste que à la place de balayer cette pensée, de me dire ok c'est une pensée, je suis restée vraiment bloquée dessus. Et je suis restée bloquée dessus parce qu'il y a une névrose sous-jacente qui, je sais pas pourquoi, s'est accrochée à ce truc-là quand d'autres s'accrochent à une araignée, tu vois. Ouais. Et je suis allée voir, en fait j'en ai parlé au départ avec ma mère, et c'était parce que je suis très proche d'elle, et en même temps elle était un peu victime, enfin elle était carrément victime aussi de mes pensées. Donc c'est hyper ambigu, tu vois. Ouais. Tu dis à ta mère, ok, je m'imagine te tuer, mais elle qui est vraiment d'une super écoute et qui sait ce que sont les maladies mentales, m'a dit ok Mathilda, j'ai fait mes recherches, tu souffres sans doute de ça. La phobie d'impulsion, c'est elle en fait qui m'en a parlé en premier, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, littéralement on pense qu'on n'a pas de maladie mais qu'on est fou, quoi. Ouais, qu'on est juste taré, qu'on est juste complètement taré, qu'on est un sociopathe qui ne se sait pas, tu vois. Et quand on découvre qu'en fait c'est une phobie, c'est quand même un soulagement incroyable au début. Il n'empêche que ça, même si on sait que c'est une phobie, ça reste comme toute phobie. C'est pas parce qu'on le sait qu'on va mieux, tu vois. Enfin, si, ça nous aide quand même à relativiser, ça nous aide à prendre un peu de la distance sur ces schémas mentaux, mais ça reste quand même hyper obsédant. Et du coup, je suis allée voir un psychiatre à un moment donné, après quand même des années de lutte intérieure, parce que j'ai toujours été un peu... j'ai toujours un peu pensé que j'étais seule avec mes pensées, que personne ne pouvait comprendre, etc. Ce qui n'est pas du tout bon. T'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais, je sais pas, je dirais 18 ans. Ouais, 18 ans dans ces eaux-là. Sachant que j'en ai 22 à l'heure actuelle. Et du coup, non, allez, j'avais plutôt 19. Ouais, j'avais 19 ans et je suis allée voir ce psychiatre qui m'a dit, bah noir sur blanc, c'est de la phobie d'impulsion. J'ai deux, trois autres patients qui souffrent de ça. Personne ne tue, enfin aucun patient ne souffrant de phobie d'impulsion ne tue effectivement quelqu'un. C'est vraiment de l'ordre de la pensée. Et c'est la première fois qu'on m'a sous-entendu l'idée que la pensée était distincte de qui on était, tu vois. Ouais. Pour moi, la pensée est intrinsèque. Et étant donné qu'elle est provoquée par nous, je me suis dit qu'elle faisait partie de nous. Et quand ce psychiatre m'a dit que la pensée était en fait parfois complètement indépendante de nous et que elle passe, enfin tu vois, elle était, enfin c'est presque bouddhiste comme concept, tu vois, selon lequel la pensée est une pensée, et c'est vrai qu'on peut techniquement penser tout, la pensée est complètement libre en fait, mais il y a effectivement dans nos actions autre chose. Les pensées et l'action sont super distinctes, et il m'a toujours dit, tu penses à tuer des gens mais tu ne tues personne, et ça fait des années que tu ne tues personne, et les personnes qui veulent tuer des gens tuent des gens. Je trouve ça bien de libérer la parole dessus, parce que honnêtement j'en ai tellement souffert et j'en souffre encore beaucoup. Et en fait, j'aimerais qu'il y ait quand même des gens qui sachent que ça existe. Et si jamais il y a des gens qui ne savent pas que ça existe et qui souffrent de ça, c'est quand même hyper important qu'il y ait des mots, un suivi psychiatrique qui soit posé dessus. D'ailleurs, je prends des antidépresseurs, pas des anxiolytiques, parce qu'à la fois où j'étais installée dans un anxiolytique, ça m'a rendue encore plus anxieuse. Je comprends. Donc, j'aime pas ça. Par contre, je prends un antidépresseur qui est dédié au TOC, phobie surtout. Ok. Donc c'est un antidépresseur qui est plus sur l'aspect angoisse, anxieux que triste, on va dire, de la dépression, triste, voilà, non envie de vivre, parce qu'en fait je suis quelqu'un j'aime énormément la vie, et je veux dire, je pense pas être quelqu'un de fondamentalement, tu vois, mélancolique. Par contre, cette phobie-là, évidemment, m'épuise tellement qu'elle me rend par la force des choses dépressive, quoi. C'est un cercle, c'est évidemment la fatigue émotionnelle qui s'accompagne aussi souvent d'une fatigue physique, etc. T'use, quoi. Voilà, c'est que ça use beaucoup. Et donc, ouais, je trouve ça important que les gens sachent, et qu'il n'y ait pas de jugement trop hâtif sur les gens comme ça, parce que je pense que toi, tu vois, par exemple,
là je sens que tu es capable d'entendre, mais il y a beaucoup de gens à qui j'ai vaguement essayé d'en parler, et beaucoup moins crûment qu'avec toi, et qui m'ont un peu regardé en bien en mode de quoi elle me parle, tu vois. Ouais. C'est hyper tabou. Effectivement, dans les périodes les plus difficiles, j'avais vraiment envie qu'on m'interne, mais chez les dits grands fous, entre guillemets, j'aime pas du tout ostraciser comme ça les dits fous, mais j'avais vraiment envie qu'on me mette dans une genre de cellule à part, enchaînée, pour pas du tout que je nuise, parce que c'était tellement... C'était presque une solution de facilité, parce que avoir la liberté de côtoyer aussi aisément les gens et de pouvoir leur nuire, c'était un truc vraiment trop dur, quoi. C'était trop dur parce que ça implique vraiment une forme de... Mais c'est ça, c'est ce que je te disais, de lutte constante et vraiment l'impression que non seulement qu'on ne peut pas être compris, mais en plus oui, c'est ça, c'est parce que, comme je le disais, c'est tellement tabou, c'est tellement particulier comme phobie que tu te sens très seule en fait. Ça donne un grand sentiment de solitude. Tu as déjà rencontré des gens qui avaient la même phobie que toi, ou tu as déjà parlé avec des gens? Une seule personne. Et on n'en a pas discuté outre mesure. En fait, j'ai une amie, j'ai été en fac d'art, et à un moment donné, j'ai fait une performance sur la phobie d'impulsion. J'avais écrit tout un texte à ce sujet. Et donc dans la performance, je fais tous les petits tocs physiques, etc., que j'ai pour me soulager de ma phobie d'impulsion. C'est-à-dire que, par exemple, quand la phobie prend trop le dessus, je scrolle indéfiniment sur mon téléphone pour être dans un sentiment de non-vie, de non-existence absolue, vide, intersidéral, qui élimine la pensée. À un certain moment, fumer, ça m'aidait un peu. Enfin, ça m'aidait comme ça peut, quoi. C'est pas une bonne solution, attention. J'ai jamais été tentée par tout ce qui est drogue, etc. parce que j'ai eu un super mauvais vécu une fois, un bad trip qui m'a vraiment arrangé correctement, et je me suis dit ok, c'est pas du tout pour moi ce genre d'alternative. Du coup, dans cette performance, je faisais tous ces petits trucs, je me ronge énormément les ongles, j'ai pas mal de petits tocs, etc. qui font partie de ma manière de gérer la phobie, tu vois. Et du coup, j'ai mis ce texte que j'ai écrit sur mon enceinte, et donc il y a ma voix qui parle pendant que je fais toutes ces actions-là. Et à la fin, personne ne m'a jugée, je me suis pas sentie regardée. Au contraire, tout le monde m'a dit putain, c'est super courageux d'avoir fait ça. Ce que j'allais te dire, c'est super courageux. J'en avais besoin. J'en avais besoin, et je faisais pas de phobie à ce moment où j'étais pas dans un cycle phobique, j'étais dans un cycle safe au moment où j'ai fait ça. Donc c'était beaucoup plus facile. Tu vois, si je devais le faire en ce moment, ce serait beaucoup plus dur. D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser aussi. Est-ce que le fait d'en parler, là, ça t'angoisse? Non, au contraire, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'en parler. Ce qui m'angoisse, c'est d'y penser et de savoir que la personne avec qui j'en parle n'a aucune idée de ce à quoi je suis en train de penser. Si je mets carte sur table, au moins je sais que la personne sait à qui elle a affaire. Et si elle n'a pas peur de moi, tant mieux, parce que je pense qu'il y a des gens que ça ferait flipper, honnêtement. C'est clair. C'est quand on dit ok, j'imagine en train de... Enfin, tu vois, ce genre de truc, ça c'est vrai que les gens, tout de suite dans leur tête, je pense qu'ils s'imaginent le sociopathe, alors que déjà, en plus, le sociopathe, c'est pas vraiment ça, tu vois. Bah oui, tout à fait. C'est même pas du tout le même cas de figure. Mais oui, du coup, tu disais par rapport à la performance, et du coup, t'as quelqu'un qui est venu te voir Oui, alors à la fin, il y a une fille avec qui j'avais vaguement sympathisé, qui m'a dit ouais, moi aussi, j'ai eu des phobies d'impulsion. Alors dans ma performance, je parle beaucoup de ma phobie à l'encontre de ma mère, parce que généralement plus on est proche d'une personne, plus la phobie se catalyse sur la personne. Ouais, parce que plus tu tiens à une personne, plus tu ressens d'amour et d'attachement, plus c'est douloureux d'imaginer tuer cette personne-là. Et donc il y a presque un système d'auto-sap, de douleur augmentée dans la phobie d'impulsion, qui fait que tu imagines particulièrement faire ça à l'encontre des personnes que tu aimes ou des personnes dont tu es très proche. Donc ma mère, c'était un peu la pire pensée que je pouvais avoir, tu vois. C'était fait pour me faire souffrir au maximum, entre guillemets. Et elle me disait, donc cette fille que j'ai rencontrée, que c'était aussi vachement à l'encontre de sa mère que ses pensées se dirigeaient. Et franchement, en vrai, ça m'a fait du bien. On n'en a pas parlé tant que ça, parce qu'à l'époque, tu vois, comme je te disais, j'étais plutôt bien. Donc je ressens le besoin d'en parler quand j'en souffre. Oui. Quand j'en souffre pas...
j'en parle, mais c'est moins une nécessité, quoi. Et en Et c'est parlant de parti. développer des trucs, est-ce que au-delà de genre scroller sur ton téléphone, avoir des tocs physiques, etc., tu as des choses qui, à part les anxiolytiques et ton traitement, tu as des choses qui te calment ce genre de phobie? Est-ce que tu as une activité? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que il y a quelque chose, même n'importe quoi? Je dirais que... Alors, ma mère m'a toujours dit que le yoga me faisait beaucoup de bien. Et moi, comme j'ai toujours été d'assez mauvaise foi en période de phobie, je me disais, alors oui, mais non, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est en période de phobie, on a un petit peu l'impression que le monde entier ne nous comprend pas et que de toute façon, il n'y a aucune solution à rien. C'est faux. L'activité physique, c'est extrêmement bénéfique. En fait, face à un cauchemar de pensée, il faut faire des trucs dans l'action. C'est-à-dire que plus tu es dans l'incarnation purement corporelle, plus tu as de chances de t'en sortir. Donc, voir des gens, honnêtement, au contraire, ne pas rester trop dans la solitude. La solitude augmente la phobie. Si tu rentres dans ce cercle de solitude, c'est hyper dur d'en sortir. Sachant que tu te dis, bon, allez, si je sors, là, tu vois, par exemple, là, ça fait quelques jours que j'étais pas sortie. En sortant, j'étais un peu en train de trembler. Je me disais, je vais voir quelqu'un que je connais pas trop en plus. J'espère que ça va bien se passer, tu vois. Mais je me disais que pendant ce podcast, j'aurais peut-être l'occasion d'en parler, donc c'est venu. Mais attends, j'ai complètement dérivé. De quoi on parlait à l'origine? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font du bien? Oui, donc voir des gens, se forcer à voir des gens, vraiment se forcer, hein, parce que dans ces moments-là, on se dit, je vais rester qu'avec les personnes les plus proches, parce que c'est les seuls qui pourront l'entendre, ou alors avec personne dans les cas vraiment drastiques. Ouais, ne pas rester, marcher, danser, chanter, faire du yoga, ça m'aide pas mal. Tout ce qui est vraiment... Bon, moi, je suis un peu artiste. Disons que je veux vraiment en faire mon métier, donc on peut enlever le un peu. Oui, c'est ce que j'allais te dire, t'es artiste. Oui, je suis artiste, donc la peinture, évidemment... En fait, la peinture... m'aide, quelles que soient les circonstances. Je ne peins pas que quand j'ai des phobies, hein. Je peins le plus souvent, en toutes circonstances. J'essaie en tout cas de garder une forme de régularité. Mais l'art, de manière générale, est hyper salvateur. Parce que... Qu'est-ce qu'on est tombé dessus? Je sais pas, une sorte de... Une graine, Ouais, une sorte de petite... petite bobolou. Ouais. Donc je dirais que tout ce qui a trait au fait de ne pas penser. Alors à l'inverse, du coup... trop lire, trop être dans la contemplation, ça peut être vicieux dans ce genre de moment-là, parce que ça peut... tout ce qui a trait aux choses vraiment très intellectuelles, ça peut être très vicieux dans ce genre de moment. Et c'est marrant parce que du coup tu parles de l'art, parce que l'art c'est quand même un peu une catharsis de tes sentiments, tu vois. Tout à fait. Et du coup ça fait quand même te plonger quand même. Moi je sais par exemple, moi je danse, tu vois. Et je sais que quand je danse, je puise beaucoup dans mes émotions à l'instant où je produis la danse. Et du coup des fois ça peut, la plupart du temps ça m'aide, mais il y a des fois où ça peut être aussi où éprouvant, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as quand même des fois ce moment où tu te dis ah non là je peux pas, genre c'est trop dur de peindre, c'est trop dur de faire telle chose qui relève de ton toi, tu vois? C'est marrant parce que j'en avais discuté avec une prof, dans le processus de peinture, il n'y a pas qu'une catharsis pour moi, il y a aussi quelque chose qui est très extérieur à moi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'impression... hier, je regardais une petite interview de David Lynch où il dit que lui, quand il réalise ses films, en gros, c'est comme s'il allait à la pêche. Je cite, c'est-à-dire qu'il attend un moment comme ça et puis l'idée vient. Il dit l'idée vient, ça peut être... d'un coup, tu t'as imaginé, je sais pas moi... un poisson, non, on vient de parler de pêche, c'est un peu trop gros, genre, je sais pas, un nuage rayé, ok, ce nuage rayé, ça devient ton point de départ, et c'est un peu comme si ça te tombait dessus, c'est-à-dire que pour moi, dans l'art, il y a de toi, mais c'est un peu comme si tu étais plutôt le véhicule d'un truc qui est passé par là, qui est passé par toi, plutôt que toi qui extériorise un truc. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Du coup, je pense que ça m'aide justement à sortir un peu de moi-même, l'art. Ok, ça marche, tu vois. Oh oui, complètement. Des fois, j'utilise souvent la comparaison d'une sorte de démon intérieur qui, des fois, j'ai l'impression, supplante complètement mon être. Après... je te dis, c'est ça, c'est un phénomène de lutte, de frottement constant entre ce que j'estime être moi-même et une sorte de chimère, mais qui est des fois tellement importante que j'ai vraiment l'impression qu'elle se confond. Et donc,
j'essaie de garder toujours... ça demande aussi du contrôle de réussir à éloigner. Donc c'est beaucoup de contrôle, C'est tout beaucoup ça. d'énergie. C'est beaucoup d'énergie investie à chaque fois. Du coup, il y avait des périodes où je me demandais, mais Mathilda, pourquoi t'es si fatiguée, tu vois? C'est parce que que je suis Et constamment est-ce que en des train fois de tu te dépenser dis de putain, l'énergie, je mets quoi. beaucoup d'énergie là-dedans et j'en mets moins dans des trucs que je voudrais faire à Et ce tout moment-là. à fait, quoi. ça élimine beaucoup tous les plaisirs qu'on a au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses que j'aime faire. Comme je disais, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime peindre. Et la phobie a tendance à vachement inhiber l'élan créatif. Elle te dit pourquoi tu irais faire ça? De toute façon, au fond, c'est que des chimères, tout ça, illusions, tout ce que tu veux. Vraiment, au fond, c'est tuer quelqu'un. C'est vraiment ça qui se passe dans ma tête. C'est vraiment le fixette absolue, obsession terrible qui fait que le matin tu te lèves, tu penses à ça, le soir tu te couches, tu penses aussi à ça, jusqu'à ce qu'un jour, ça disparaisse et ça revient après, des mois après. C'est un peu curieux le moment où ça s'efface, je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a effectivement un moment où ça se dissipe. Soit c'est de la lassitude, soit c'est juste, je sais pas, mon cerveau qui a capté que bon, c'est bon, et tu vois, il switch quoi. Je sais pas trop comment ça se fait, mais ça se fait à un moment donné. Et j'essaie vraiment de pas lui faire prendre, tu vois, c'est comme s'il y avait quelqu'un de distinct. Ouais, c'est ça, tu personnifies quoi. Ouais, j'essaie vraiment de pas faire prendre le dessus à cette phobie, parce que si je l'écoutais, franchement, je ferais rien. Ouais. Tout serait néant, je crois, dans ma vie si je l'écoutais. Et c'est pas ce que je veux. Je sais qu'au fond, écoute, c'est pas ce que je veux. C'est bien que tu trouves l'énergie et la force et la combativité de faire face à tout ça, parce que ça peut être, je pense, très facile de se laisser emporter par les flots de cette pensée, de cette phobie, etc. Je trouve ça très courageux. Et je trouve ça courageux d'autant plus d'en parler, de la performance que tu as faite, etc. Je trouve ça... C'est cool. Et puis, comme tu disais, libérer la parole, c'est vrai que c'est très important de le faire, mais des fois, tu es dans des situations que même quand toi t'en es touché, c'est très dur de le faire parce que ça te fait prendre beaucoup d'énergie de toi-même, te livrer, dire des choses quand même très personnelles. Donc, je trouve ça super fort, quoi. Merci. Ça me fait du bien de l'entendre. C'est vrai, c'est très très dur de parler de ce genre de choses, je pense. Et tu peux être très fière, en tout cas, déjà du parcours que tu as. Et de l'énergie, quoi. Putain, t'en vois, quoi. Pour vivre tout ça intérieurement et pour envoyer autant... je te connais très peu, mais ça se voit que t'es pas quelqu'un t'es quelqu'un, tu vois, tu me dis, tu vas partir en vacances, nanana, machin, ça se voit que t'es pas quelqu'un qui va rester... je sais pas, j'en sais rien, même s'il y a pas des trucs qui sont pas bien à faire pendant les vacances, mais ça se voit que t'as un entrain, une énergie quand même qui va quand même vers l'extérieur, tu vois. Ouais. Franchement, je sais que ça fait partie de ma vraie nature, si tant est qu'il y a quelque chose de vrai, tu vois, ça c'est encore un truc qui intervient, parce que quand j'ai dit vraie nature, immédiatement, il y a une pensée qui s'est rajoutée en mode, qu'est-ce que c'est qu'une vraie nature? Bon, je vais quand même le dire, pour lutter activement contre cette pensée parasite. Donc, ma vraie nature, dans ma vraie nature, je sais que je suis quelqu'un d'actif et de vivant, et que j'aime faire tout ce que je fais, mais... il y a quelque chose qui me prive, et je ne sais pas pourquoi, d'être aussi vivante que je le voudrais. Ah ouais, j'ai un petit truc à rajouter. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin qu'une amie m'a offert pour mon anniversaire, qui s'appelle « L'autre fille d'Annie Ernaux ». Et à un moment donné, il y a quelque chose qu'elle m'a dit. Ah voilà, c'est ça. Il y a une petite phrase que j'ai trouvée qui correspondait parfaitement à mon monde, qui est « À 22 ans, c'est mon âge d'ailleurs, après une dispute à table avec eux, ses parents, j'écris dans mon journal « Pourquoi depuis toujours ai-je envie de faire le mal et par ailleurs je souffre toujours ?» Ça m'a beaucoup parlé, évidemment. Mais je me suis sentie un peu moins seule, donc lisez des livres, allez voir des tableaux. Et ouais, c'est important. Ok, cool. En fait, je sais pas la dernière question, là ça va être la dernière question. Du coup, on va faire une photo pour la couverture du podcast. Du coup, c'est une photo d'une toute partie, soit de ton corps, soit de tes vêtements, soit de quoi. Qu'est-ce qui te dirait de prendre en photo et pourquoi, bien sûr. Alors, j'ai un conglomérat de taches de rousseur à un endroit super spécifique qui est là. Ouais, c'est vrai. Alors que j'en ai nulle part ailleurs. Enfin, qui est là du coup pour les gens qui est là. Alors en fait, je n'ai pas des taches de rousseur réparties unanimement sur le visage. J'ai juste une sorte de grosse tache pleine de taches de rousseur sur le côté gauche de mon visage, juste à côté de mon œil, sur la tempe. Et j'ai toujours trouvé ça curieux, je sais absolument pas à quoi c'est dû. Certains supposent que c'est une tache de naissance, mais c'est des taches de rousseur de manière évidente. Mais pourquoi elles sont toutes mises là? J'en ai aucune idée. Mais c'est faire méga teuf. Sur le côté, tu vois. Et je les aime bien parce que c'est un peu ma petite particularité physique, donc je pense que c'est on va prendre ça. Ouais. Ok, ça marche. Bah merci Mathilda. D'avoir pris de ton temps.
c'était super cool et Ouais, très cool. j'ai appris plein de trucs, c'était super intéressant. Beaucoup aussi d'émotions parce que c'est quand même N'est-ce des pas trucs super. Ouais, désolé pour Non, ceux qui mais- écouteront non, ça, non, c'est. t'as pas t'excuser. préparez-vous. Non, mais c'est chouette. Donc du coup, on te remercie et peut-être à une prochaine. Oui, volontiers. Jack. Ouais, c'était très cool. Ouais. Intense un C'était peu, hein, j'ai hyper l'impression intense. d'avoir fait une session aussi là. En tout, on a enregistré presque 1 heure quand même. Putain.